Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 137 de C'est qui en pôle. On se retrouve cette semaine sur le très rebondissant circuit d'Austin pour le Grand Prix des Amériques. Et oui, on dit comme ça, Grand Prix des Amériques et pas Grand Prix d'Amérique, c'est comme ça. Et pour m'accompagner cette semaine, c'est pas un mais deux copains qui se joignent à moi, et c'est Ophélie et Stéphane. Salut Ophélie, d'abord. Comment vas-tu ? Salut Olivier, ça va et toi ? J'allais t'appeler Cyril, d'habitude. Je suis contente d'enregistrer avec vous cette semaine. Et Stéphane, le fidèle au poste. Salut à tous. Ça va ? Salut. Bah ouais, ça va. Il s'est passé encore beaucoup de choses ce week-end, mais avant toute chose de rentrer dans le dur, on commence comme d'hab avec le gagnant de notre jeu Twitter, et c'est David qui va pouvoir gagner des beaux goodies maison de C'est qui en pôle. N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news, et en news, il y a pas grand chose à dire, même rien à dire quasiment. Juste en MotoGP, on rappelle que Marquez est toujours pas remis de sa blessure, et Bastianini non plus. Et en divers, on a noté que Romo Sondo est nommé directeur commercial de MotoGP. Alors c'était l'ancien directeur commercial de la NBA. Vice-président des partenariats mondiaux et des médias à la NBA, Donc voilà un monsieur business qui nous arrive tout droit des États-Unis et qui arrive à la Dorna pour on ne sait pas trop quoi. Moi j'aurais rajouté peut-être en MotoGP le fait que la pénalité de Marquez avait été encore suspendue. Bon, je sais pas si on peut le dire en news. Ah oui, vas-y. Elle a été suspendue. Voilà, jusqu'au prochain. Donc c'est parce que comme le HRC avait fait appel, du coup, donc tout oui, c'est vrai qu'on n'était pas revenu. Ouais. Oui, absolument, on n'était pas revenu sur ce. Thomas l'avait bien expliqué la semaine dernière dans l'épisode. Cela étant dit, je vous propose de rentrer dans le dur avec la course Moto 3 dès à présent. Vas-y, Ophélie, je te laisse la main là-dessus. Côté Moto 3 avec des qualifs qui ont pas dû te faire plaisir, Olivier. On a tout d'abord en Q1 Artigas, Asman, Salvador et Yamanaka qui passent en Q2. Et en Q2, quand on parlait que ça allait pas te faire plaisir, c'est parce que Honshu a fait une chute et s'est qualifié 14e. Et c'est surtout Mazia qui prend la tête de la grille pour cette course ce dimanche, suivi de Sasaki, Ortella et Moreira qui se placent à la 4e place. Sasaki se fait gentiment voler sa 3e pole consécutive de la saison par Mazia. Mazia qui, on le sait, aime beaucoup ce circuit parce qu'il a pris une pole en 2021, sa première victoire en 2022, et il a jamais été hors du top 5 ici. Donc ça fait plaisir de le revoir à cette position pour le départ. Donc du côté de la course, le spectacle commence avant même l'extinction des feux, puisque Joshua Watley chute pendant le tour de chauffe. Ce sera pas le seul du week-end. Non, exact. Non, ce sera pas le seul, mais c'est le premier à se faire ce plaisir le dimanche. Et c'est sous un grand soleil que les pilotes Moto3 partent pour 14 tours seulement. On n'oublie pas que ce circuit est interminable pour les pilotes. Pour les spectateurs aussi. Ouais, c'est 20 virages, 14 tours. Ça en fait. Partie de la 4e place, c'est Moreira qui prend un excellent départ et qui vient se placer en tête de la course devant Sasaki. Mazia, quant à lui, vient se placer à la 4e place et Ortella manque de chuter. Il sauve les meubles malgré une grosse payeur et se place à la 17e place. Donc il va tenter de remonter tout ça pendant la course. Sasaki, lui, prend la tête de la course et est suivi par plusieurs pilotes. Parmi ces pilotes, en dessous Suzuki, qui est le dernier vainqueur en date et qui est parti de la 4e ligne. Suzuki qui fait un énorme high side, qui signe la fin de sa course, et devant l'écart se creuse entre les pilotes et c'est Sasaki, Mazia, Moreira, Holgado, Artigas et un certain Ortella qui compose le groupe de tête. On n'oublie pas qu'Ortella a failli chuter et qu'on le retrouve déjà à la 6e place. Peu à peu, on voit un écart se creuser et on se retrouve à mi-parcours avec 6 hommes à l'avant, Sasaki, Mazia, Moreira, Holgado, Artigas et Ortella. Comme vous voyez, ça bouge pas beaucoup, qui sont déjà un peu tous de retour aux avant-postes. Mazia, lui, est déterminé
déterminé à garder son statut de champion Moto3 sur ce circuit, il attaque Sasaki pour nous offrir un duel qui finalement mènerait à la part de Sasaki sur cette course puisqu'il est victime lui aussi dans l'highside et ça donne une petite chaleur pour Mazia qui évite de peu la catastrophe. Ortella lui en profite pour se faufiler devant et prendre la tête de la course. C'est bien lui qui passe en premier la ligne d'arrivée et décroche sa première victoire sur ce circuit et sa première victoire tout court d'ailleurs. Il est suivi de Mazia, Artigas et Moreira qui terminent au pied du podium. Du côté du classement Oceana, on va donc avoir Holgado à égalité avec Moreira, tous les deux avec 49 points, Artigas à la 3e place avec 32 points et Mazia avec 31 points. Donc c'est quand même un championnat Moto3 qui est plutôt serré pour ce début de saison. Ouais, course assez intéressante. Bon, il s'est passé moins de choses que d'habitude en Moto3, j'ai le sentiment. Comme tu disais, Ophélie, Mazia, spécialiste d'Austin. Ouais, comme je disais, c'était la pole en 2021, la victoire en 2022, jamais hors du top 5 quand il roule ici. On a tendance à dire que Marquez c'est le roi d'Austin, mais côté Moto3, Mazia se fait plaisir quand même. Clair. En même temps, il est là depuis 20 ans. Oui, il a eu le temps de pratiquer le circuit. C'est lui qui a fabriqué le circuit. Ouais. Exactement. Et on a vu beaucoup de chutes encore, hein. Enfin déjà, je dis encore, mais enfin aussi on voit dans les autres catégories, mais c'était le problème, de ce week-end, mais particulièrement en Moto3 et en plus de ça, ce qui est assez étrange, c'est qu'elles arrivent, elles s'enchaînent. Il y a un effet domino où il y en a un qui tombe et ça suit derrière, C'était assez bizarre. Ouais. Un commentaire, Stéphane, sur cette course Moto3? Ouais, je les trouve assez pépère pour une fois. T'avais le groupe de 5-6 qui sont partis et qui ont fait un peu de bagarre et je trouve que c'est une belle victoire pour Ortola. Ouais, clairement. Première victoire très méritée. C'est vrai que comme tu disais, Ophélie, en plus, il manque de se bourrer. Il nous fait un rattrapage de l'espace. Hein. Ouais. Il retombe dans les bas-fonds du classement pour remonter très vite dans le top 6. C'était assez dingue. C'était vraiment impressionnant puisque vraiment sa chute s'il était tombé il aurait vraiment pu se faire très mal et au final ce qui aurait été dommage en plus parce que cette saison il a réussi à comprendre l'exercice des qualifs et il s'en sort vraiment bien comparé à sa saison précédente. Je pense que c'est un pilote qui a du potentiel pour les courses à venir qu'il va falloir surveiller aussi. Donc ça fait plaisir de le voir décrocher sa première victoire et en plus de ça il y a toujours ce truc beaucoup d'émotions pour les pilotes quand c'est leur première victoire parce qu'il faut pas oublier que c'est des bébés encore en Moto3 donc c'était chouette à voir même si je rejoins Stéphane sur le fait que pour moi c'était une course assez calme. Il s'est pas passé grand chose si t'enlèves Fenati qui s'est tapé un long lap un double long lap pour son jump start. C'était pas il y avait pas beaucoup de rebondissements. Je vais noter quand même là. En fait c'est vrai que d'habitude on les voit il y a une bagarre on va dire avec 12 pilotes. J'exagère un peu. Là, c'est vrai que c'était une bagarre avec 4-5 pilotes et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je pense que c'est pour ça que c'était un peu pépère comme course. Ouais. Je voulais dire un mot d'Onju qui est mon chouchou évidemment, qui part 14e et qui finit 6e, premier du deuxième groupe au final parce qu'il a 9 secondes et demi de retard à l'arrivée et c'est le premier du deuxième groupe du coup, donc du deuxième paquet, donc intéressant. C'est un début de saison compliqué je trouve malheureusement. Pour lui. Il a fait sur les 3 courses, il était 10e, 24e et 6e. C'est mieux cette semaine, mais je pense qu'il doit avoir hâte de revenir en Europe sur des circuits qu'il connaît vraiment bien. Parce qu'en plus, faut pas oublier quand même que depuis le Covid, les déplacements outre-mer étaient quand même réduits. C'est des circuits où on allait moins. Donc les pilotes en Moto3 sont quand même moins familiers de ces circuits. Puis donc, on va pas se plaindre qu'on était allé moins à Austin. Le décalage horaire. Les courses étaient quand même sympas. Oui, elles étaient sympas, mais je sais pas, ce circuit, je ne peux pas. Et même sur MotoGP 20, je déteste. Putain, mais les gros freinages pour faire un demi-tour, franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. Bref. C'est sûr. Et puis en plus, c'est dangereux. On en a déjà parlé ici, mais je crois, mais les premiers virages imités d'Indianapolis, là, espèce de S qui sont interminables, pardon. Oui, c'est mieux. Je trouve ça super dangereux, en fait. Il suffit qu'il y en ait un qui, et on l'a vu pendant les essais, MotoGP, il suffit qu'il y en ait un qui glisse, la moto peut partir et ça peut en faire strike avec un autre qui repasse, qui arrive derrière. Donc, bref. Et après, on peut donner un dernier point, c'est juste, Holgado se fait rattraper au championnat du monde par Moreira. Absolument. Peut-être à souligner. Moreira qui fait partie des pilotes à suivre cette saison. Parce qu'en dernier, on se disait, la première course, Holgado il est bon, deuxième course il est bon, puis là, il est toujours bon, mais il s'est rattrapé.
il finit moins bien du coup sur ce Circuit of the America et Morera derrière l'a bien poussé. À l'inverse de Munoz, sur lequel on pariait beaucoup en début de saison. Enfin, je dis ça comme si ça faisait 25 courses qu'on était là, mais il était deuxième au Portugal, 16e en Argentine, et là il chute. C'est un peu comme Rueda. On met beaucoup d'attentes sur des pilotes qui pour l'instant prennent leur marque encore. Rueda, je le rappelle, il est fini 10e cette semaine. Après, il est vraiment très très rookie pour le coup, mais c'est des pilotes où il y avait un peu d'attente et pour l'instant. Pour l'instant, on attend. Oui, et puis comme tu dis, c'était un circuit outre-mer, outre-Atlantique. Munoz, enfin, je le vois plus perf en Europe aussi. On verra Reyes, mais Reyes, typiquement, il y a pas de raison qu'il soit pas bon. Pas encore. Sur des circuits qu'il connaît et sur lesquels il allait quand il était dans des petites catégories, surtout. On l'a vu à Portimao. Vraiment, même de l'extérieur, vu du circuit, il est impressionnant et tu vois qu'il maîtrise vraiment ce qu'il fait. Très bien. Eh bien, je vous propose de passer à la Moto 2, qui était assez intéressante, encore une fois d'ailleurs. Et en Q1, on a eu des Q1 particulièrement serrés. C'est Ben Schneider qui prend la tête sur Chantra pour 11 millièmes, et derrière Aldeguer est à seulement 1 millième de retard derrière Chantra du coup. Donc 3 pilotes en 12 millièmes, vous imaginez un peu. Le dernier qualifié pour la Q2 est Alonso Lopez à 2 dixièmes. En Q2 du coup, la Q2 elle a sûrement fait plaisir à Ophélie puisque c'est Vietti qui prend la pole. Acosta est deuxième pour 20 millième touron. Salac se qualifie troisième et en quatrième position on retrouve Ben Schneider, suivi de Lopez cinquième et Dixon sixième. Alors Dixon justement, le pauvre, il va même pas pouvoir prendre le départ de la course. Il nous fait un beau high-side, heureusement sans gravité pendant le tour de chauffe. Et au départ, Acosta lui, il a fini le tour de chauffe et il joue très bien le coup. Il passe en tête dès le premier virage. Lopez parti cinquième finit par reprendre le dessus sur Acosta dès le deuxième virage. Vietti, lui, le poleman, foire complètement son départ et est relégué loin derrière. Arbolino, lui, passe de la 8e à la 3e place dès les premiers hectomètres. Et à la fin du premier tour, Acosta a repris la tête, suivi par Arbolino et Lopez. Grosse bagarre dès le deuxième tour en Moto 2, c'était signalé. Ça va pas mal se bagarrer pendant encore quelques tours en tête de course entre Lopez, Arbolino, Acosta et Canet et Salac qui sont venus se mêler à la fête. Lopez finit par prendre un petit peu d'avance au quatrième tour, mais est vite rattrapé par Arbolino et Acosta. Au cinquième tour, ces trois-là font un petit break sur tout le reste en prenant une demi-seconde d'avance. Arbolino signe le record du tour, mais Acosta reste au contact. Les deux pilotes s'échappent complètement. Finalement, ils ont maintenant 1,3 secondes d'avance juste avant la mi-course. Lopez, qui était resté troisième un bon moment, commence à perdre le rythme. Et Canet lui prend même la 3e place. À signaler la chute de Barry Baltus au tour numéro 8. Alors là, pendant quelques tours, il va pas se passer grand chose. Au 11e tour, on a toujours Arbolino et Acosta loin devant en tête. Canet se fait finalement passer par Aldeguer, une fois de plus d'ailleurs. Les deux premiers sont maintenant à 3,7 secondes devant. La fin de course approche et Arbolino est toujours en tête. On a l'impression qu'Acosta se contente d'attendre l'erreur de ce dernier, et c'est le cas au 14e tour dès le premier virage où Acosta peut passer, mais il va faire à son tour une erreur quelques tours plus tard et Arbolino en profite. On est maintenant à 3 tours de l'arrivée. Acosta ne lâche rien, tout va se jouer dans le dernier tour pour connaître le vainqueur de cette course passionnante. On se croirait presque en Moto 3. Ça serait au bout de la longue ligne droite, ça sera au bout de la longue ligne droite du circuit qu'Acosta passe Arbolino très proprement. Il défend ensuite très très bien en fermant les angles. Arbolino tente tout, mais ne parvient pas à prendre le dessus. Acosta remporte sa 2e victoire de la saison. Ben Schneider est 3e, remporte son premier podium Moto 2 de sa carrière. Un très beau spectacle que nous ont offert ces pilotes. Alors je vous rappelle le classement final de cette course. Acosta donc gagne, Arbolino 2e, Ben Schneider complète le podium, Alcoba 4, Salac 5, Aldeguer 6, Lopez 7, Canet 8 et Vietti le poleman finit 9e. Au championnat, ça nous donne Arbolino qui reste en tête avec 61 points, Acosta toujours en tête avec 54 points et Canet complète le podium provisoire avec 41 points. Voilà pour ce bref résumé de la course Moto 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Stéphane, je commence par toi. Allez, moi j'ai trouvé Acosta magistral. Mais en fait, tu vois, c'est quand même la deuxième. Merci de nous avoir écoutés, c'est la fin de cet épisode. Non, j'ai trouvé impressionnant parce que c'est que sa 2e saison.
Et mais c'est vrai. Par rapport à Arbolino qui en est, si je dis pas de bêtises, à sa 3e, et il fait preuve d'une maturité incroyable. Enfin, on voyait qu'il est en bagarre. Au moment il a eu du mal quand même avec ses vitesses, il est un peu en délicatesse. Je pense qu'il a réfléchi en disant peut-être que si je laisse passer Arbolino, je me cale derrière lui et puis je vais attendre le bon moment pour l'attaquer. Ouais. Et je trouve que je pense que c'est ce qu'il a voulu faire et si c'est ça, il a très très bien fait et je trouve que c'est une victoire très très réfléchie. Ouais, grosse maîtrise mentale. Ça donnait vraiment l'impression, enfin encore une fois, sur la fin de course où t'as Acosta Arbolino devant, tu sens bien qu'Acosta il fait qu'attendre la faute de l'autre parce que il est complètement à l'aise sur le rythme de son compatriote espagnol et il attend juste le bon moment quoi. Et il prend pas de risques inconsidérés. Je pense qu'il sait aussi que s'il sort un petit peu de la trage, il va se prendre une bosse du circuit accessoirement. Et non, c'est incroyable là, sur le dernier tour, le pauvre Arbolino, il peut rien. Dès qu'il se fait passer par Acosta, après, on a Acosta qui maîtrise complètement sa toute fin de course, et c'est magnifique. Je pense juste qu'Acosta, en fait, tu vois bien qu'avant début, milieu de course, il a quand même eu du mal à tomber jusqu'au premier rapport. Enfin, il a quand même fait quelques erreurs qui l'ont contraint à attaquer un peu plus pour rester au contact d'Arbolino. Je pense que il a dû se dire, bon, je vais peut-être pas trop attaquer, je vais peut-être faire une course un peu plus d'attente. Et tu vas faire un peu à la Marquez dans le dernier tour, je donne tout et sauf que je percute pas le premier quoi. Exactement. Et Ophélie, du coup, t'en as pensé quoi? Alors pas trop déçu pour Vietti? Faut pas retourner le couteau dans la plaie comme ça. Hein. Moi, il me fait des faux espoirs depuis ce début de saison. Là, je me suis dit, allez, c'est bon, on le retrouve, et pas du tout. Son début de course, c'était catastrophique. Après, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode précédent quand on a enregistré avec Thomas, c'est que Vietti, là, j'attends pas grand-chose. Je suis un peu déçue de ce qu'il est en train de faire malheureusement et je pense qu'il fait face à des pilotes qui sont bien trop compétitifs pour lui. Après concernant Acosta et Arbolino, moi je vous rejoins. Pour moi Acosta il a fait une Marquez. Enfin, clairement on compare souvent Acosta à Marquez et je trouve ça vraiment pertinent. Parce que la mentalité du pilote et sa manière de faire pour moi est la même. Et là, il s'est mis en embuscade derrière Arbolino, il l'a laissé s'épuiser, se fatiguer, et au moment où il a pu aller, il l'a attaqué. Il a fait vraiment sa technique de requin et ça a payé parce que Acosta finalement, il est resté dans sa roue. Il a pris la spi pendant toute la course. Donc c'était vraiment c'était stratégique et la technique était là, tout était là pour moi. Je trouve que vraiment Acosta prouve qu'il a sa place et que s'il y en a un qui doit avoir le titre cette année, c'est lui. Après, encore une fois, on n'est qu'à la 3e course, il y en a 21, donc c'est très long. 21, pardon. Donc c'est très long. À l'inverse, par contre, vraiment, je pense qu'il faut noter l'énorme progression d'Arbolino ces dernières années. On a eu tendance à un peu se moquer de lui. Parce que c'est Arbolino quoi. C'est celui qui fait le coq dans les paddocks et en fait il se passe pas grand chose, mais la fin de saison l'année dernière a déjà montré qu'il pouvait être constant et réussir des choses puisqu'il avait gagné en Malaisie et en Thaïlande. Il avait fini 3e à Valence et là il enchaîne les podiums, donc 3e, 1er et 2e. Il y a rien à redire sur son début de saison, c'est constant, il est là, il fait des belles courses. Oui, mais ça maîtrise aussi, et puis il a résisté à la pression d'Acosta qui attendait, enfin, il fait une petite erreur, mais au final il se bourre pas et il finit 2e, hein, parce que... Oui, c'est ça, parce qu'au final, Acosta, il le bat parce qu'il écarte, hein, et Acosta s'est faufilé, et c'était la chose à faire, mais s'il avait pas écarté, le duel aurait pu durer encore plus longtemps. Donc, franchement, Arbolino, je pense qu'il faut qu'on s'attende à de belles choses cette saison, et c'est vraiment chouette parce que c'est un pilote, enfin, personnellement, même si j'aime bien me moquer du fraté de Fabio, comme ils aiment dire, c'est un pilote que j'affectionne particulièrement et que j'ai hâte de voir. Après, à l'inverse d'Acosta, tu vois, par exemple, c'est un pilote que je vois pas passer en GP tout de suite, donc, c'est pas un pilote que je veux avoir les épaules pour, alors qu'Acosta, j'ai un peu l'impression que tu le mets sur n'importe quelle moto, il fera des résultats. Après, peut-être que je m'emballe, hein, mais je partage ton avis parce que je trouve qu'il était très costaud en Moto 3, il arrive en Moto 2, il éclate tout le monde, clairement, en 2 ans, il est super fort. Ah bah, s'il s'était pas blessé l'année dernière. Moi, je pense s'il continue comme ça, je te coupe, il a tout à fait sa place l'année prochaine en Moto GP. Oh, ça va faire tout, hein. Et les pilotes qui sont passés trop vite en MotoGP, ils sont vite cassés les dents. Je pense honnêtement qu'il y a
il y a suffisamment de talent en dehors de rookies purs que et puis du talent comme Acosta, de toute façon, une année de plus en Moto2 ou pas, ça changera rien à son talent, à moins qu'il se blesse avec une blessure. Franchement, qu'il attende une année de plus, ça lui apportera juste de la maturité et de la sérénité plus importante pour partir en GP. Et là, je suis d'accord avec toi que personnellement, je le verrais, enfin, encore une fois, on est qu'à 3 courses, faut quand même mesurer ce qu'on dit, mais je le verrais bien monter en GP, mais à quelle place? Parce que de toute façon, là, les places vont être très très chères. En GP, c'est ce qu'on disait dans les derniers épisodes, c'est que pour l'instant, qui partirait à part malheureusement Zarco ou Nakagami. Donc, je pense que pour se faire une place, il va falloir trouver la bonne porte qui s'ouvre. Et pour l'instant, on n'en entend pas parler. Un dernier petit mot, si vous vous permettez, sur Arbolino, où j'ai trouvé sa fin de, d'accord, il se fait passer par Acosta, mais il aurait pu s'énerver beaucoup plus sur les 3 derniers tours, parce que au final, Acosta le passe relativement tôt et le repasse ensuite. Il aurait pu s'énerver et il s'est pas énervé et il s'est contenté de la 2e place entre guillemets. Et quand on sait les compétiteurs qui sont à ce niveau-là tout court de sport, là aussi il a su se poser et se dire bon bah tant pis, je vais pas risquer le bloc pass à la con pour et faire chuter les deux. Je me contente de la 2e place. Il reste 18 courses et puis on verra. Mais voilà, je voulais juste signaler cette petite chose. Et j'enchaîne directement avec Ogura parce que tu parlais de Nakagami. Enfin, t'as évoqué Nakagami à l'instant off. Compliqué pour Ogura, je trouve, parce que c'est quand même un des favoris pour passer en GP et remplacer justement un certain Nakagami. Il finit 15e. Bon, il prend un point, mais il va falloir se sortir les doigts pour être poli. Bah là, son début de saison, il est catastrophique. Il y en a un qui doit s'en frotter les mains, c'est Chantra, parce que Ogura, pas de résultat au Portugal, pas de résultat en Argentine, 15e en Amérique, enfin sur le circuit des Amériques. Faut se réveiller là. Enfin, c'est vraiment celui sur qui le team LCR doit miser l'année prochaine. Donc là, je pense que les regards vont se tourner vers Chantra, qui brille pas concrètement cette année, mais de toute façon, vu qu'il y a toujours cette histoire de nationalité due au sponsor, ils sont 2 quoi. À moins qu'ils nous sortent quelqu'un d'autre d'un chapeau, mais là, Ogura, moi je trouve ça catastrophique. On a fait le tour de la Moto2. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, je veux bien dire un mot sur mon chouchou de cette catégorie quand même en dehors d'Acosta, c'est Lopez. Lopez qui fait un bon début de course, bizarrement, qui fait un bon début de course et qui rétrograde à la 7e place sur ce début de course. Après, dans son communiqué, il disait qu'il était bien parti et que finalement il avait eu un souci avec ce que nous on a compris par un problème avec le singe qui est en fait sa combi. Moi j'ai pas bac plus 5 espagnol malheureusement. Mais qui avait apparemment un problème avec sa combi qui l'empêchait de pouvoir piloter correctement avec son bras gauche, ce qui est assez mystérieux comme raison. C'est assez il y a pas plus de détails, donc je trouve ça assez surtout étrange. Que tu sautes pas avec le bras gauche, tu sautes avec le bras droit, merde. Le mec derrière son micro, putain, t'as juste à tourner la poignée. C'est simple quand même la moto, merde. Lui, c'est clair, t'appuies sur les pédales avec tes pieds, c'est bon. Lui, il a un problème à la main gauche, j'arrive pas. Non, je plaisante. Il va aller dire ça à Marquez. Oh, le coup bas. Mais en tout cas, ça va parce qu'il il y a pas de fan absolu de Marquez dans le podcast. Mais en tout cas, il sauve les meubles parce qu'il finit 7e, mais je trouve ça dommage et j'ai hâte, vraiment, il fait partie, comme pour d'autres pilotes, j'ai hâte de le voir revenir en Europe, sur des circuits qu'il connaît, sur lesquels il va performer et voir ce qu'il est capable de faire, parce que pour moi c'est un des prétendants au titre cette saison aussi. Donc Eh bien, on passe sans plus attendre à la MotoGP. Allez, vas-y Stéphane, c'est parti. Je te laisse. Alors la Q1, donc c'est Johan Zarco et Bezzecchi qui vont s'en extirper. La Q2, du coup c'est Paul pour Bagnaia devant Rins et Marini. Fabio fait P7 et Zarco fait P9. Alors bon, on va faire assez vite sur la Tissot Sprint, puisque sans surprise, c'est le poleman Bagnaia qui va s'élancer, faire le all shot, partir et jamais rattraper. Donc il va facilement s'imposer devant
devant Alex Rins, qui fait une belle course, qui franchira la ligne d'arrivée avec quand même 2 secondes 5 d'écart sur Bagnaia, et Jorge Martin finira lui 3e. Les Français par contre n'ont pas été à la fête puisque Fabio va chuter, et Zarco, en manque de feeling avec sa Ducati, ne fera pas mieux que la 11e place. Alors Fabio chute, mais était quand même pas mal. Alors voilà, Fabio chute, mais était pas mal. Mais alors, il était pas mal parce que il a quand même beaucoup, alors je dirais surconduit par rapport à sa moto pour rester surpiloté, pour rester en contact avec les hommes de tête, et finalement, il verra pas le drapeau à damier. Très bien, on passe à la course. Voilà, si vous avez autre chose à rajouter, mais c'était une course assez pareil là pour le coup, calme. On fera un package global. Allez, course du dimanche. Donc, il y a beaucoup plus de choses à dire là pour le coup. Alors, c'est pareil, Bagnaia va réaliser le all shot, suivi par Rins, Marini, Miller, Quartararo et Zarco seront derrière le pilote Ducati. Donc, dans ce temps-là, on va quand même voir dans le premier tour Martin qui va perdre l'avant de sa moto et emporter avec lui le pauvre Alex Marquez, qui aura connu un week-end assez compliqué puisque lors de la Tissot Sprint, il va chuter également. À la fin de ce premier tour, Aleix Espargaro va également être au tapis. Alors lui, il dira après la course, mais c'est en raison d'un problème mécanique. Francesco Bagnaia donc va prendre rapidement le large, toujours suivi par Rins, qui semble être dans le coup pour cette course du dimanche, suivi de Miller, et avec un Fabio qui lui réussit à se défaire dans un premier temps de Marini pour se retrouver à une belle 4e place. Le pilote LCR va enchaîner de très bons tours. Il va se retrouver rapidement dans les échappements de la Ducati de Bagnaia. Derrière, Miller, qui était solidement ancré à la 3e place, va chuter. Mais ce qui nous intéresse le plus se passe quand même à l'avant, puisqu'on va commencer à avoir une bagarre se dessiner entre Bagnaia et Rins pour la victoire. Mais malheureusement, le pilote Ducati va chuter. Encore une fois, j'ai envie de dire, alors qu'il est en tête de la course. Et du coup, c'est Rins qui va prendre les commandes de cette course-là, et donc il ne lâchera plus la première place, puisqu'il ne sera jamais rattrapé par les poursuivants. Fabio, au jeu des chutes, va se retrouver un temps 2e, mais ne va pas résister longtemps aux attaques de Marini, avec sa Ducati, qui prendra le meilleur sur la Yamaha. Les positions de tête vont rester figées jusqu'à l'arrivée, donc ce qui va donner Rins, Marini et Fabio. Par contre, derrière, ça va se bagarrer encore un petit peu, et on va voir un Marco Bezzecchi qui va réussir à terminer 6e et garder la tête du championnat. Quant à Johan Zarco, il ne fera pas mieux que la 7e position. À noter des chutes de Binder, Nakagami, Rins et Bradl. Donc, si je dis pas de bêtises, donc les pilotes, la course va avoir 14 pilotes à l'arrivée. Donc tout le monde marquera des points du coup. Je me permets de te couper, Stéphane, c'est 13 pilotes à l'arrivée. Ouais, 13. Tu as raison. J'avais oublié Nakagami. Pardon. Donc ce qui va donner au classement du championnat, donc Bezzecchi va garder la tête du championnat avec 64 points, devant Bagnaia qui compte 53 points, Rins lui passe 3e avec 47 points, Zarco est 5e avec 44 points et Quartararo est 7e avec 34 points. Très bien. Merci beaucoup pour ce beau résumé. Alors, on va lancer le débat avec une question d'un auditeur. JMF nous demande si les teams usines ont un problème. C'est vrai que globalement, on a des teams satellites qui sont très très fortes en ce moment. Aprilia, on limite plus la casse. Ducati usine, pas vraiment aidé par l'absence de Bastianini. Et niveau perf, on a des très beaux résultats, surtout de la VR46. Qu'est-ce que vous en pensez de la réflexion de JMF? Si je peux, en fait, cette question-là, tu nous l'aurais posée il y a 2 ans, tu aurais répondu la même chose. Puisque en fait, c'est chaque année, sans faire de mauvais esprit, parce qu'il y a quand Quartararo était champion, ou vice-champion, c'était avec sa Petronas. Enfin, chaque année, t'as souvent des teams satellites qui sont beaucoup plus forts que des teams usines. Ouais. Et pas que cette année, finalement, chaque année. Donc, est-ce que les teams usines ont un problème? On a envie de dire non, parce que c'est toujours une team usine qui est championne du monde à la fin. Ouais, après, comme tu dis, les teams satellites sont très forts. Vu la composition de la grille, les teams satellites en ce moment, c'est surtout Ducati qui roule avec des GP22 qui sont très performantes. Enfin, en tout cas pour la VR46, là on se retrouve que ce soit Bezzecchi ou Marini avec des motos qui n'ont pas évolué par rapport à l'année dernière, à l'inverse de la GP23 qui va évoluer cette année.
pour l'instant, eux, ils ont des motos qu'ils connaissent. C'est ça. Donc, je pense que les teams usines vont prendre l'ascendant aussi sur les GP, enfin en tout cas pour les Ducati, sur les GP22 en milieu de saison quand ils auront fait les quelques modifs qu'ils ont le droit de faire. Après, les teams usines ont un problème. Yamaha, si tu leur poses la question s'ils ont un problème, ils vont te répondre oui depuis 10 ans. On n'a pas un problème, on en a 12 000. KTM, ils songent à se reconvertir. Donc, après, t'as peut-être moins de pression dans les teams satellites parce que t'as pas les mêmes ingés, t'as pas les gros ponts, t'as pas les machins qui te pourrissent un peu le cerveau. C'est ce que... Quand t'as un team satellite, t'as que juste ton patron, t'as pas les à côté. Oui, c'est beaucoup plus artisanal. C'est ce que revendique Zarco qui est aussi. chez Pramac et même chez LCR, il disait quand même que bon, même s'il faisait pas appel à lui, il était quand même plus tranquille et parce qu'il n'y avait pas tous les gros de chez Honda qui sont là à tes pieds, fait geste sur l'ensemble du week-end. Et puis surtout, après, je pense que c'est compliqué de dire les teams usines ont un problème dans le sens où, par exemple, LCR Honda, les ressources d'Honda officielles, ils en mettent quand même une partie à disposition des satellites. Encore heureux puisque là ils ont même pas de pilote phare cette année. Mir fait que chuter et Marquez est pas là. Mais par exemple l'ingénieur qu'ils ont récupéré, son nom m'échappe, Ken je sais plus quoi, qui fait les officiels pour Honda, il performe quand même, enfin il travaille sur la moto satellite pour Rins. On l'a encore vu venir saluer Rins sur le podium puisqu'il était habitué à travailler avec lui chez Suzuki. Donc il y a aussi ça, je pense qu'il y a aussi une question de... Ouais, voilà. Merci. Mais je pense qu'il y a aussi une question de ressources qui est mise à disposition globalement pour le team et pas que pour les satellites. Donc, je trouve que c'est compliqué de dire que les teams usines ont un problème. Je pense que si le team usine a un problème, de toute façon, en général, le team satellite aura un souci. Tu as raison de dire que c'est surtout point de vue de la moto de l'année d'avant et de l'année en cours, parce que souvent, tu t'aperçois que les motos de l'année en cours, alors, c'est peut-être exagéré ce que je vais dire, mais elles sont moins bien nées que la moto de l'année d'avant où tu as déjà toutes les datas. Tu la connais, les pilotes la connaissent. La VR46 s'en cache pas, hein. Ils le disent de toute façon qu'ils ont une moto qui a fait 21 courses l'année dernière, qu'elle est parfaitement conditionnée pour les circuits. Ils ont les datas de l'année dernière. Enfin, c'est évident que c'est beaucoup plus simple si on te donne un vélo sur lequel t'as l'habitude de rouler toutes les semaines contre un truc tout neuf sur lequel t'as pas l'habitude de rouler. Forcément, ton ressenti va pas être le même. Surpris quand on fait le parallèle moto, GP et Formule 1, c'est-à-dire qu'en Formule 1, si tu fais des grands prix avec la voiture de l'année d'avant, c'est sûr tu gagnes pas une course. Dans MotoGP, tu gagnes des courses avec des vieilles motos, tu vois, je trouve ça ça me surprendra toujours de se dire que ils arrivent pas on va peut-être songer à ramener les 500 chez Yamaha. Ils arrivent toujours pas à faire des motos qui soient performantes, tu vois, d'entrée de jeu. Oui, on va conclure je pense sur cette question parce qu'il faut quand même qu'on parle du GP, si vous le voulez bien. Stéphane, tu voulais aborder le beau week-end de Rins, mais t'es pas le seul à vouloir. Non, parlons du vainqueur déjà. Je dis beau week-end de Rins parce que Rins, il vient de chez Suzuki, connaît pas forcément la Honda. Il fait de second en Tissot. Il fait premier à la course du dimanche. Alors avec Léon, on a vu quand même qu'il était dans le coup par rapport à la Ducati. Il aurait certainement peut-être doublé Bagnaia à la régulière, vu un peu son rythme. Et je trouve qu'il a bien géré. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Tu sentais qu'il en avait sous l'accélérateur quand même. Ouais, mais Bagnaia, il en avait aussi. Hein. Ouais, mais je pense que Pierre nous a gentiment transmis les chronos et il a raison. Là, j'ai un peu peur de citer Pierre sur cette course. Je l'avoue, à moins qu'il décide de venir brûler à ma maison ensuite. Mais il a quand même, il nous a envoyé les chronos que c'était Rins et Bezzecchi et Bezzecchi, pardon, et Bagnaia. m'a fait tellement obsédé par Bezzecchi vraiment. Mais il faut savoir que quand vous dites que Bezzecchi est en tête du championnat, je fais toujours une petite danse derrière mon ordinateur. Mais oui, du coup que Rins a été sur un seul tour plus rapide que Bagnaia et il me semble que c'est le tour où il le passe. Donc s'il avait continué de cette manière sur la course, c'était je pense compliqué pour Rins de le passer, sauf si Pecco avait fait une petite erreur et lui avait ouvert une porte. Il est quand même revenu il était quand même revenu Rins sur Bagnaia. À un moment il avait j'ai plus les écarts en tête, peut-être 1 seconde 5 et il revenait bien. C'est des écarts qui se comptent au 10e sur certains tours.
Ouais, sur les premiers tours, Bagnaia, on a du 0,35, 0,36, 0,327, 0,335, pendant que Rins est à 0,347, 0,349, et là il fait 0,312, enfin 0,313 pardon, 0,347, mais il est quand même 1 ou 2 dixièmes minimum derrière, à chaque fois derrière Bagnaia, quoi. Alors bon, bah. Donc mais c'est pour ça, moi je suis pas tout à fait, après on le saura jamais, mais je pense pas que Rins était en capacité de remonter Bagnaia qui connaît sa moto, qui sait que, enfin quand on l'a vu maîtriser complètement Portimao, une fois qu'il est devant, je pense que c'est très difficile de le rattraper à moins qu'il chute, quoi. Et voilà. Donc, mais nous soulevons ce point de désaccord, nous allons pas nous égorger sur place. En tout cas, de toute façon, on est à distance, donc c'est pas possible. Il a une course, et je trouve qu'il a été solide et il est pas tombé comme il faut le faire avec Suzuki, en tout cas. Je suis d'accord. Oui, Rins complètement solide. Ouais, d'accord. Ce qui est à noter quand même sur la course de Rins, c'est que du coup, grâce à Rins, le LCR Honda décroche leur 100e podium. Leur 100e podium en Grand Prix, et c'est la première victoire pour LCR depuis Karl Crutchlow en Argentine en 2018, donc ça commence à remonter. C'est plutôt pas mal, et je trouve que c'est important de noter que Rins a fait quand même un bon week-end, une belle course. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on se retrouve toujours avec le même discours de oui, mais si Pecco n'était pas tombé, il aurait pas gagné. Je pense que ça n'enlève rien. Ça change rien à la perte. Pecco, il avait caressé sur ses 2 roues. C'était le champion du monde. Il a 4 suites. Ça fait 2 courses, 2 chutes. Enfin, je veux dire. Enfin, Marquez, quand il se battait pour le championnat du monde, ça fait mal, il tombait très rarement. Enfin, tu le voyais très très peu tomber en course. Beaucoup en essai, mais jamais en course. Il est aussi tombé à Austin, Marquez, en menant. Il est tombé à Austin, mais c'est la seule fois que tu le vois tomber sur toute une saison en course. Non, c'est vrai, c'était assez dingo cette maîtrise complète. Mais oui, et puis alors, il tombe tôt, hein, Bagnaia au 7e tour. Hein, c'est con, quoi. Bah ouais. Est-ce que c'est moins con, je sais pas, mais voilà, on aurait aimé voir si Rins pouvait y aller ou pas. Moi, j'ai le sentiment que non, encore une fois, mais on le saura jamais. On le saura jamais. Encore un dernier mot, oui, vas-y. Non, ça dépend si on parlait de Pecco ou de Rins, parce que sur Rins, j'ai pas rien à dire, mais si tu voulais enchaîner sur Pecco. Oui, voilà, on va enchaîner plus spécifiquement sur Pecco, qui nous fait quand même une course sprint dingo, hein. Enfin, il met 2 secondes 5 à Rins, hein, sur 10 tours. C'est quand même incroyable. Enfin, ça, il est quand même très fort en course sprint. Il donne l'impression d'avoir compris que c'est là où il peut vraiment pour l'instant prendre de très gros points. Sachant qu'il dit dans ses déclarations, parce qu'on s'est quand même posé la question de pourquoi il est tombé après cette course, avec cette déclaration qui était un peu étrange de je sais que c'est pas ma faute, faut qu'on comprenne d'où vient le problème. Moi je trouve ça toujours bizarre, un pilote qui dit je sais que c'est pas ma faute alors que la course vient de se finir et qu'ils ont pas eu le temps d'analyser les datas. À l'inverse d'un Marquez qui lui disait c'est de ma faute, j'ai raté quelque chose, alors que on se rendait compte sur les datas que c'était un problème technique. Mais après, je pense que ça joue aussi sur le fait que Pecco se soit beaucoup fait tacler sur les réseaux depuis la course d'hier, avec tout ce débat que nous on a eu en off sur le mental de Pecco. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Vraiment un pilote qui dit c'est pas ma faute alors que la course est même pas finie, qui a pas le recul de la course. Je trouve ça étrange. Après, c'est une réaction à chaud parce qu'il est déçu, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais après, je trouve que vraiment, il le dit dans les déclats, parce que j'ai un peu lu quand même, j'avais un peu envie de comprendre cette chute, où il disait que limite la moto est tellement stable, tellement performante que c'est limite trop, que du coup il n'arrive pas voilà, elle est trop facile, et du coup pour sentir le point où il va aller à la faute, c'est presque plus compliqué pour lui, et qui préférerait à la limite une moto qui est moins stable que celle-ci. Je trouve ça quand même c'est ce que j'allais dire. mais je trouve cette déclaration, elle est si je dis pas de bêtises, elle est sur motogp.com de toute façon, mais j'ai trouvé ça fou en fait, vraiment un pilote qui dit la moto est limite trop facile, et du coup il disait que j'ai l'impression de pouvoir tout faire avec cette moto. Mais du coup, c'est quand même un problème si t'as l'impression de pouvoir tout faire au point que tu tombes. Enfin, tout faire, il pourra pas faire le café. Non, mais moi je pense que quand même. Après, c'est une moto italienne, tu sais oui, pas. C'est vrai, il y a peut-être le perco souvent intégré à la moto de Pecco. Bagnaia, dès qu'il est un peu sous pression, et
il part à la faute. Ouais, et à l'inverse, quand il a plus rien à perdre, il surperf. Tu vois, en course sprint, il a réussi à mettre, il est parti très vite et il a jamais été rattrapé, et du coup, il était en tête. Donc là, normalement, sa moto facile, ça a dû quand même lui ranger la vie. Et il a maîtrisé, il est à 2 secondes, et il a fait sa course. Et là, tu sentais que Rins mettait un peu la pression, et tu vois, est-ce qu'il supporte vraiment cette pression-là? Mais pour moi, c'est ce qui s'est passé aussi en Argentine quand il est tombé. En Argentine, il avait besoin pas de forcer, parce que je pense que la moto de Pecco lui permet de pas avoir besoin de forcer comme un Fabio peut le faire et de surpiloter. Mais il avait besoin de s'échapper parce qu'il reprenait la 2e place et fallait qu'il aille chercher la victoire. Et il est tombé. Et encore une fois, on sait que en interne il y a des différends là-dessus, mais je pense que la pression que tu te mets joue forcément sur le mental que tu peux avoir sur ta moto, et c'est connu que il y a des pilotes qui gèrent ça plus ou moins bien. Pecco, pour moi, s'est beaucoup amélioré ces dernières années. On le voit l'année dernière avec la remontée qu'il a fait. Et comme tu le dis, Olivier, à partir du moment où il avait plus rien à perdre, son mental, il l'a mis de côté. Il s'est dit, les gars, j'ai 91 points à les récupérer, j'y vais. Mais là, c'est encore des travers qu'on lui connaît, que la pression, quand quelqu'un lui le pousse, il peut faire des erreurs. Alors là, en l'occurrence, est-ce que ce week-end c'était une erreur parce qu'il s'est mis la pression, ou c'était une erreur due à la moto qui était, comme il le dit, tellement bien qu'il voit pas la limite, ou des bosses ou ce que tu veux, mais je pense que c'est un truc qui est toujours présent, même si beaucoup moins qu'avant. Le truc, c'est que je vois pas où Rins, c'est ce qu'on se disait aussi en off, moi je vois pas le moment où Rins s'est montré dangereux vis-à-vis de Pecco, quoi. Il a pas montré sa moustache 4 fois dans un tour. Non, mais quand t'es pas noté de dire, tu vois, Rins c'est à 1 seconde 5, il est 1 seconde 1, et là tu commences à dire, Rins, il a gagné 2 dixièmes. Non mais d'accord, mais c'est Pecco, on parle de Pecco Bagnaia, enfin, je veux dire, il a 1 seconde, il dit, je gère ma seconde. C'est parce qu'on parle de Pecco, parce que l'année dernière, il est quand même souvent. On tombera pas d'accord sur ce point. Il est quand même souvent tombé. Dès qu'il était en bagarre, un peu la pression, il a quand même souvent chuté. Mais après, je suis d'accord avec toi, Olivier, que Rins, il est pas allé frontalement en mode coucou, je suis derrière toi, je te colle au cul. Mais tu le vois qui pousse quand même derrière. Ouais, tu vois que Rins est peut-être plus à l'aise que Pecco. C'est ça, t'as l'impression que Rins il roule. Après, mais il aime en plus Rins, il adore Austin. Enfin, on l'a vu, il a battu Marquez à Austin, on rappelle. Mais après, pour moi, il y a toujours ce truc, comme je le disais encore une fois quand on en parlait en off, c'est que c'est Pecco, donc c'est limite mal vu de se poser la question de et si Pecco, la pression, ça jouait aussi sur lui parce que c'est le champion du monde, parce qu'il a bien remonté l'année dernière, alors que c'est con, mais un stoner, la pression, il la supportait pas, il en était au point, il supportait tellement pas la pression qu'il vomissait dans son casque. Enfin, t'as un Fabio, la pression, il la gère pas du tout correctement, et ça reste des mecs qui sont champions du monde, et ça reste des humains de toute façon et des sportifs, et je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Après, de là à dire ils sont nuls, ils supportent pas la pression, et c'est pas des bons pilotes parce qu'ils se mettent la pression, mais heureusement qu'ils se mettent la pression, c'est des mecs qui peuvent rouler plus de 330 km/h sur des motos, heureusement qu'ils l'ont. Dire de Bagnaia que c'est pas un bon pilote. On dit pas que c'est pas non, mais c'est ça, dit juste que... Non, mais je dis pas que t'as dit ça, Stéphane, mais je pense que Félix fait référence à certains commentaires très orduriers sur les réseaux, et c'est vrai que c'est des mecs ils seraient même pas capables de passer la seconde sur une MotoGP parce que ça arrache trop. Mais de la même manière que Dixon s'est fait pourrir parce qu'il est tombé dans le tour de chauffe. Enfin, moi j'étais plus deck pour lui qu'autre chose. En fait, on met pas en cause le fait qu'il soit pas bon. Le fait est que il est très bon, mais c'est comme dans tous les sports, t'as toujours un côté psychologique, mental qui joue dans tous les sports. Oui, mais ça, oui. Et... Mais après, tu vois, que ce soit, c'est pas la même catégorie, mais que ce soit Pecco, là, qui chute avec la piste devant lui, il a quelqu'un qui est derrière lui, mais dont il peut facilement s'échapper. T'as d'autres pilotes qui chutent de la même manière. Enfin, on repense à Honshu l'année dernière, qui était très bien placé et qui a chuté alors qu'il pouvait aller décrocher sa première victoire. Taisez-vous, mademoiselle Lefebvre. mais ça reste, forcément pour moi, forcément qu'il y a une certaine pression qui est pas forcément une mauvaise chose, et on a l'impression que c'est un mot tabou de dire que les pilotes ont une pression, mais heureusement qu'ils ont la pression, j'ai envie de te dire même. Ouais. Après, pour le coup, ce week-end, est-ce que c'est une question de, il réfléchissait trop, ou justement, il réfléchissait pas assez parce qu'il dit que sa moto, elle est parfaite pour lui, ou est-ce que c'est une bosse sauvage qui a apparu devant sa moto? On sait pas, et j'ai l'impression qu'on le saura pas vraiment parce que même les datas ont pas l'air de répondre vraiment à ces questions. C'est juste peu hors trage.
Ouais, je suis d'accord. J'avais l'impression aussi qu'il écartait que sa trage était moins propre sur ce tour que celle d'avant. Et en plus, on sait qu'Austin, si tu t'écartes de ta trage, bonne chance. Très bonne rêve. De la même manière que Fabio samedi, mais en plus, là, j'ai vraiment l'impression que même les datas ont pas l'air vraiment de parler pour lui. Je sais pas si pour finir ou pas sur Pecco, mais là il dit qu'il a la pression. Tu as le dernier mot sur Pecco, fais attention. Non, là on dit il a la pression et tout, mais attention, Bastianini n'est pas encore là, parce que quand Bastianini va revenir et s'il revient et qu'il a pas trop de douleur, lui va lui mettre la pression à Bagnaia. Oui. Mais j'ai hâte de voir au-delà du combo Bagnaia Bastianini, j'ai tellement hâte de le voir rouler sur cette Ducati. Parce que lui va lui mettre la pression à Bagnaia. Très bon élément. Merci Stéphane. Ouais. Non mais c'est vrai. Bon, après ça veut dire qu'on va se farcir tous les médias qui vont nous dire la guerre est déclarée chez Ducati. Ouais, elle était déjà déclarée l'année dernière, la guerre. C'est vrai. Bon, quand même. Passons, si vous le voulez bien, à Fabio qui nous fait enfin, entre guillemets, son premier podium de la saison. Une course solide. Voilà. C'est tout pour nous. Non, une course solide et une course qui lui permet de piloter comme il aime sa Yamaha, puisque le samedi sur la sprint, c'est compliqué. J'ai l'impression que les sprints pour lui, c'est très compliqué puisqu'il se retrouve dans le paquet et que conduire dans le paquet, pour Fabio, c'est pas ce qu'il préfère. Ça lui permet pas d'avoir son style de pilotage, qu'il préfère, voilà, à couler. Là, en l'occurrence, quand tu regardes la sprint jusqu'à sa chute, il surpilote. C'est limite, il vole au-dessus de tout le monde tellement il surpilote. Et surtout, il est obligé d'avoir une trajectoire compliquée parce qu'il est obligé d'écarter au maximum les trages pour garder sa vitesse de passage en courbe qui lui fait défaut sur les courses. Et forcément, faire ça, c'est plus compliqué quand t'es dans un paquet que quand t'es tout seul. Alors que là, le dimanche, il est pas dans le paquet, il est pas entouré de pilotes dans tous les sens. Il a de quoi vraiment piloter comme il aime. Donc c'est vraiment. Enfin, ça fait vraiment plaisir de le revoir là. Après, tu vois qu'il a pas non plus tout pour aller se battre comme il l'aimerait, parce que quand Marini il passe, tu vois très bien que Marini il passe, Fabio limite c'est s'il lui fait coucou pour lui dire amuse-toi bien devant quoi. Là c'est terrible. Et heureusement que pour Fabio que Miller chute, qu'il y a 2-3 chutes comme ça. Il profite aussi de ça. Après encore une fois ça fait. Pas tous en même temps. Après encore une fois c'est ce qu'on disait tout. Pardon. Comme tu dis, Stéphane, il profite de ça, mais encore une fois, c'est un fait de course. En fait, les chutes, ça fait partie de la course. Loris Baz le disait très bien quand il parlait de la course de dimanche, c'est que ça fait partie de la course et qu'on peut pas dire d'un pilote il a fait un podium ou il a fait ci sous prétexte que d'autres ont chuté. En fait, c'est lui qui était, il a réussi à tenir et lui il a pas chuté, donc il l'a mérité. Finir la course. C'est ça. Et puis là, il marque des points. Enfin, ça fait plaisir de voir qu'il est souriant à la fin de la course. Et il le dit de toute façon. Oui, on a fait un petit step, mais on n'y est pas encore. Mais au moins, ça lui permet de reprendre confiance et de se dire, ok, je suis capable. Et là, pour parler de mental, clairement, Fabio, on sait qu'il y a une grosse partie qui se joue dans la tête. Donc ça va l'aider aussi, je pense, à débloquer quelque chose. Non, mais quand je dis, les chutes, voilà, ça le place là. C'est pas vraiment péjoratif, mais c'est juste pour dire que sans ces chutes-là, intrinsèquement, il aurait pas été chercher la 3e place. C'est juste le jeu. Voilà, parce que. Et là, sur ce circuit, on est clairement sur une course à élimination, Austin. Enfin, chaque année, on le constate, quasiment. C'est-à-dire que il suffit quasiment de rester sur ses roues pour faire top 10, quoi. Et comme tu as noté, Feli, de façon un petit peu ironique, cynique, Folger a marqué des points. Donc c'est bien la preuve que il suffit de... Folger a fini devant Raoul Fernandez, faut le noter quand même, ça. Meilleur rookie. Non, mais ça pose, on va peut-être enchaîner sur Folger, si vous le voulez bien, plutôt sur la question globale. Qu'est-ce qui fout à trouver des pilotes qui sont pas foutus d'aligner un tour moins d'une seconde plus j'allais te dire, plus lent que les autres pilotes, tu mets qui à la place? Mais surtout, il y a je pense qu'il y a du choix. Mais t'as quand même des pilotes qui poussent à la porte, des pilotes qui ont pris leur retraite il y a pas longtemps.
genre coucou Petrucci, qui poussent à la porte parce que eux ont envie de rouler, que ce soit Petrucci, Pedrosa, Crutchlow. Bon bah c'est des pilotes, ils sont là soit en pilote d'essai, soit ils font des wildcards, mais ils ont envie de rouler. Même, enfin on le rappelle, Petrucci il a pas pris sa retraite volontairement, donc je comprends pas pourquoi on va mettre, comme tu le dis Olivier, des mecs qui ont rien fait quand ils étaient en mondial. Après ils ont eu le mérite d'être en mondial, et encore une fois comme tu le dis si bien, on ferait pas un quart de ce qu'ils font, mais venir pour, tu dépenses des ressources, tu dépenses souvent un budget carénage conséquent quand tu t'appelles Bradle et que tu fais que tomber tout le week-end. En fait, juste tu jettes de l'argent par les fenêtres en fait avec ces pilotes qui font rien. Ils ont sûrement une bonne raison. Enfin, en vrai, moi, si j'ai un directeur de team, je lui poserais vraiment la question. Je dis pourquoi vous. Est-ce que ça a été imposé? Est-ce que c'est imposé par je sais pas qui? Est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Est-ce que vous voulez travailler sur un truc très précis et vous en foutez du résultat de la course? Qui compte, c'est les essais. Enfin, en vrai, c'est des vraies bonnes questions, je pense, à poser. Mais après, de toute façon, il y a cette histoire qui est au règlement de t'as tant de temps pour remplacer un pilote. Si tu remplaces pas ton pilote, tu te prends une amende, etc., etc. Mais je suis d'accord, il y a une question qui se pose, et je trouve que la remarque de Pierre, on le cite beaucoup aujourd'hui, mais parce que les débats sont toujours, je trouve, très constructifs avec lui. La question se pose de pourquoi pas avoir un pilote, un peu troisième pilote référent, qui soit un peu sur le banc de touche à la saison, mais qui roule, du coup, qui après, comment ça pourrait se mettre en place? J'en ai aucune idée. Ça s'appelle un pilote d'essai. En fait, c'est le troisième pilote, c'est le pilote d'essai. C'est censé être le pilote d'essai. Ouais, mais le problème des essais, c'est qu'il y en a de moins en moins aussi. Le calendrier s'élargit et il y a de moins en moins de séances d'essais, comme Crutchlow le disait l'année dernière. Il y a peut-être pas cette possibilité de donner une troisième moto en wildcard ou je sais pas, un truc. Faudra peut-être qu'ils trouvent un truc là-dessus effectivement pour un troisième. Tu vois, pilote. chez Suzuki, c'était Gintoli qui faisait pilote d'essai, qui développait super bien la moto, et quand tu le mettais en course, il finissait toujours dernier. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, t'as plein de contre-exemples. Et pourtant, c'est pas un peintre, Gintoli. Pourtant, oui, je suis d'accord, c'est pas le dernier, hein. Gintoli, c'est quand même très fort, mais tu vois, et c'est pas pour ça que Crutchlow. Non, mais c'est-à-dire que même lui, ouais, qui performe. Bah oui, et même tout le monde disait que la Suzuki, elle était, enfin, elle évoluait aussi grâce à lui, et le mec, tu le mettais en course. Oui, c'est clair. Et tu comprenais pas pourquoi il était dernier. Et Crutchlow, oui, mais comme Pedrosa, hein. Pedrosa fait pareil. Pedrosa, il fait une course en wildcard, il met le feu au circuit. Donc, mais après, c'est. Donc il faut qu'il y ait trois pilotes, et que, tu peux pas avoir un pilote s'il roule pas en course, il fera jamais de résultat. Enfin, c'est. Non, mais c'est une question qui se pose. Surtout après, pour des grosses teams. Enfin, pardon, mais autant pour des teams satellites, genre Gaz, Tech 3, je les aime bien, hein, mais en vrai, ça va pas changer la phase du championnat, hein, s'ils mettent un Folger ou un top pilote qui va te sortir un top 10. Autant une team comme Ducati officielle, j'allais dire, ils se tapent encore Pirot. Putain, c'est horrible de dire ça. Bah oui, mais il y a qui? J'ai rien contre Pirot, hein. Encore une fois, je ferai pas un quart de ce qu'il ferait, mais factuellement, oui, tu mets Bautista pour une il perd du temps, en fait. Tu mets Bautista, alors, dans ces cas-là, un mec de mondial. Mais je pense qu'il y a aussi des règles qu'on connaît pas, ou alors on s'est pas penché sur le règlement, sur quel pilote tu as le droit de mettre en remplaçant. Et prendre un mec qui est champion en Superbike, ça serait lui bouffer sa saison en Superbike, ça n'aurait aucun sens. Mais en plus de ça, tu vas prendre des pilotes d'essai, les pilotes d'essai Yamaha. Quand tu regardes les essais des pilotes, tu vas avoir Crutchlow que tu connais. Ouais. Voilà, merci Olivier. Mais tu vas avoir Crutchlow qu'on connaît tous, et puis tu vas avoir deux pilotes qui sortent de nulle part, on sait pas qui c'est deux Japonais qui se battent en duel. C'est pas des mecs, si tu les fous sur la piste, tu vas te demander ce qu'ils font là, mais après c'est comme tu dis, ils sont performants sur les essais, ils développent des choses, et une fois en course, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons. Toute mesure prise, mais ils sont derniers. C'est ça. Mais c'est ce que, encore une fois, je fais référence à lui parce que j'ai écouté des récaps de sa part et j'ai lu des choses sur ce qu'il disait. Mais ce que Loris Baz disait, c'est que, et Loris Baz a quand même l'expérience des GP, c'est que tu vas le mettre sur une piste à faire des tests. Il peut être très rapide quand il est tout seul, et il va se retrouver dans le paquet ou derrière des pilotes, et ça devient trop compliqué pour lui, et il est très très loin. Et je pense que ça, c'est aussi la question que la course, encore une fois, c'est pas les essais. Enfin, on peut voir des pilotes performer en qualif, être très bons, non, et tu sur la course, c'est très être bon à l'entraînement et te chier dessus. Très bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Parlons de qui vous voulez. On peut parler d'Espargaro rapidement. Oui, si tu veux.
qui a fait une course compliquée dimanche avec sa chute. Ça me permet de rebondir sur, il y a beaucoup de pilotes qui ont chuté puisqu'ils ont fini 13 à la fin, à l'arrivée. C'est ce que je disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est que on parle beaucoup d'Austin comme un pilote comme un circuit où les pilotes chutent parce que c'est un circuit bosselé, parce que la piste est toute pourrie, patati patata. Je pense que Austin est rhabillé pour l'hiver avec tout ce qu'on peut en dire. Mais il y a aussi beaucoup de chutes qui sont soit des problèmes techniques, soit des erreurs des pilotes. On pense par exemple à Marquez et Martin. Mais en l'occurrence, Espargaro, c'est pas du tout un problème dû à la piste, c'est un problème technique. C'est comme il le disait, quand il a accéléré au premier virage, il a le correcteur d'assiette arrière qui est resté bloqué en position basse. Donc il a pu rouler sur toute la première partie, sur toute la première moitié du circuit comme ça. Et quand il a mis les gaz avec la moto basse, concrètement, il a perdu l'avant. Il disait que c'était un problème technique, qu'il n'avait pas d'autres explications, et il disait surtout que Raúl Fernandez, qui lui n'a pas chuté, a eu le même souci. Donc il y a eu un vrai problème technique chez Aprilia ce week-end, et c'est dommage parce que il l'avait déjà eu par le passé en plus, Aprilia, je crois. Ouais. Ils n'auraient pas déjà eu un problème de... Il me semble qu'il l'avait eu sur un départ. Ouais, il me semble que c'était sur un départ et que ça avait foiré sa course. Et ça avait foiré sa course, et tu le vois arriver, il a le bras oscillant par terre, t'as l'impression. Mais... C'est dommage parce qu'Aprilia du coup fait pas un bon dimanche avec Viñales qui finit pas si mal, qui se classe pas si mal il me semble, mais qui prend un départ catastrophique. Il a fait un très très mauvais départ. Mais tu vois son départ, tu revois le ralenti, en fait il reste limite au milieu de la piste pendant que tout le monde le passe. Viñales finit 4ème. Oui c'est ça. C'est quand même pas dégueu. Il était classé dans les plus loin 15e au premier virage. J'exagère en disant que c'est pas un bon week-end, mais son départ, par contre, vraiment, c'est le chat noir de Viñales, il était là, c'est la représentation parfaite. Ouais, mais il finit quand même top 4, après avoir foiré son départ, ce qui est pas dégueu. Certains te diront oui, mais il y a que 13 pilotes. C'est vrai. Je voulais dire un mot de Miller aussi qui, à l'instar d'autres pilotes, je sais pas, j'ai perdu les noms en tête, mais, c'est ce que disait Cyril aussi en off, c'est qu'on a l'impression que c'est le genre de pilote qui trouve pas la limite et qui sait pas quand est-ce qu'il faut se gérer et qui sait pas quand est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et là il tombe à un moment, on se demande pourquoi quoi. Bah là je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter. C'était un peu étonnant de le voir tomber moi, j'ai pas compris pourquoi il était tombé concrètement. Elle est trop facile à conduire, la Honda, du coup, elle est tombée aussi, alors. Non, mais c'est vrai. La KTM, du coup. Mir. On parle de Miller. Ah, j'ai entendu Mir. C'est pour ça, pardon. Non, de Miller. Miller, même avec Ducati. Ah, Mir, même combat, hein. Ouais. De toute façon, Miller, tu sais qu'il était, il est un peu dans la même trempe que Rins, il est capable de chuter, faire un exploit, faire un exploit. Il est assez inconstant. Alors, Mir devient de plus en plus constant, je trouve, par rapport à il y a 2 ans où, comme je le disais, on avait tendance à se moquer de lui parce que il devait avoir un partenariat avec Leroy Merlin pour leur gravier de jardin. L'année dernière, c'était quand même mieux. Malheureusement, avec la fin de Suzuki, tu te retrouves avec des pilotes performants quand tu décides de fermer ton team. Mais là, il fait pas un départ de saison catastrophique. Il termine 10e au Portugal, 9e en Argentine. Là, il prend la victoire. Il finit à Valence à Valence l'année dernière, pour la dernière course, et il prend le podium aussi. Je trouve que Rins, il prend, il commence à se débarrasser entre guillemets de ses démons et de l'inconstance qu'il pouvait avoir. À l'inverse de Martin, par exemple, qui fait, comme tu peux le dire là, par contre, une course sur 2 dans le gravier. Même chez Ducati avec une bonne moto, il était quand même assez très très inconstant. Et cette année, il chute aussi. Ouais, on a l'impression que Martin a récupéré à être toujours sur l'ordre de roue. Ouais, pour parler des pilotes qui ne chutent pas, je pense qu'on peut quand même dire un mot sur le pilote qui a vécu beaucoup d'émotions dimanche. En parlant de Marini. Chacun son tour, mais la VR46 quand même pour ce début de saison, ils font des merveilles, on va pas se mentir. Puisqu'il y a eu une seule course sprint, je crois, où aucun des deux n'a mis de points. Marini, du coup, dimanche signe sa première place sur un podium depuis son arrivée. C'est sa 3e saison en GP. Et en plus de ça, il fait quand même un bon résultat au championnat parce qu'il passe de la 11e place au championnat au général à la 6e. Donc
Donc c'est plutôt pas mal. En plus, il est vraiment, je trouve qu'il est bien remonté. Il est bien remonté en passant Fabio, etc. Il a vraiment fait une course propre. Donc après Bezzecchi et Marini, je pense qu'il y en a un à Tavoulia qui a dû faire la fête toute la nuit. C'est vrai que globalement on est bien servi sur ce début de saison. On a quand même pas mal de pilotes qui donnent l'impression de pouvoir performer à n'importe quel moment et ça rajoute beaucoup de suspense. Vraiment c'est vraiment chouette. Bah puis Bezzecchi garde la tête du championnat, donc j'ai envie de te dire. On a tout dit. Hein. moi, ça me va en ce début de saison. Ouais. C'est tout pour nous pour le MotoGP. Je pense qu'on a fait le tour. Stéphane, est-ce que tu veux nous dire un mot sur les 24 heures du Mans moto qui couraient du coup cette semaine? Allez. Donc oui, c'était les 24 heures moto. Donc après la pole position du cercle qui va chuter dans les premiers virages en raison d'un contact avec un autre concurrent, c'est là. C'était quand même le gros fait de course quand même de ces 20. Fallait pas être parti aux toilettes. Ah non, fallait vraiment voir le départ. Du coup, c'est la championne du monde, donc la Honda du FCC TSR Honda qui s'impose. Alors au guidon, il y avait Josh Hook, Mike Di et Alain Techer. Alain Techer est en FSBK, donc sur Honda également. La numéro 2, la Yamaha du Yacht, conduite par Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Anika, finit second à 2 tours de la Honda. Et la BMW numéro 37, donc la BMW Motorrad World Endurance Team, pilotée par Markus Reiterberger. Il y a Mikalachik, désolé si je prononce pas les noms, et Jérémy Guarnoni, dont lui il est plus facile à prononcer, finit 3e à 5 tours de la Honda. Et en catégorie Super Stock, c'est aussi une BMW qui s'impose, donc c'est la BMW du team Tecmas, conduite par Kenny Forêt, Yann Boone, j'arrive pas à prononcer, Yann quelque chose et Louis Carbel. Seconde, c'est la Yamaha du team 3 Art, pilotée par Martin Renaudin, Ludovic Cauchy et Mathieu Lagrive, qui finit à 3 tours donc de la BMW. Et numéro 3, encore une Honda, la Honda du team No Limit, pilotée par Alexis Mabou, Johan Nigon et Lorenzo Gabellini, qui a fini à 11 tours de la BMW Tecmas. Merci beaucoup pour ces résultats. Ouais. À noter que du coup le CERT qui s'est bourré, qui avait 24 tours de retard me semble-t-il sur le premier tiers de la course, finit quand même 7e. Et c'est n'importe quoi cette course. Et après il y avait aussi une petite polémique chez Kawasaki, donc le team de Randy Depugné. Donc il devait avoir comme coéquipier entre autres Christophe Ponson, qui au dernier moment était débarqué par son team et remplacé par un pilote japonais. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est performance de Christophe? Est-ce que c'est Kawa qui a dit non, je veux absolument un japonais? Est-ce qu'il y a autre chose? J'en ai absolument aucune idée, je reconnais. En tout cas, Randy était assez chafouin de la situation. Ça on le comprend. Ouais, dans son... Enfin, moi déjà je trouve ça assez étrange comme façon de faire. Si tu veux changer un pilote avant les 24 heures, le fais pas le matin pour l'après-midi. Enfin, c'est quand même une course de 24 heures. Mentalement, faut quand même être préparé, que ce soit le pilote qui remplace ou et puis que ce soit le pilote qui remplace ou le pilote qui se fait virer. Enfin, c'est irrespectueux pour les deux personnes, je trouve. C'est irrespectueux pour le team. Enfin, vraiment, le respect, des fois, dans le monde moto, t'as l'impression que c'est une option, mais là encore plus particulièrement. Et comme tu dis, Randy Depugné avait vraiment l'air chafouin. Son dernier débrief sur l'équipe à la fin de son dernier run, où tu le vois quand il enlève son casque, il est très marqué, il a l'air très fatigué après ce week-end. Et tu vois qu'il dit que c'était aussi compliqué par les décisions du team, sans dire clairement que c'est pour ça. On comprend assez facilement que c'est le cas. C'est quand même gros de faire ça sur un team avec des pilotes de ce niveau. C'est dû batailler pour amener quand même la moto là où elle a terminé. Et officiellement, le communiqué de presse dit que ils ont débarqué Ponson pour avoir un équipage plus homogène. Donc après, qu'est-ce qu'on entend par plus homogène? Non mais c'est clair, ça n'a aucun sens. Soutien à lui s'il nous écoute en tout cas, et s'il veut venir en parler derrière notre micro, il est bienvenu évidemment. Après pour reparler rapidement des 24 heures du Mans, moi je rajouterais quand même que c'est une course qui donne vraiment, qui met vraiment en lumière la difficulté et l'intensité que peut avoir ce sport, et la beauté du sport tout simplement, pour être un peu
pour mettre un peu, alors jeter des fleurs un peu au sport, mais je trouve ça vraiment intéressant à voir, et que pour même des personnes qui sont pas forcément fans absolus de moto, il y a vraiment un truc intéressant à voir, et surtout ça permet aussi de mettre en lumière des pilotes qu'on voit plus beaucoup rouler. Je pense particulièrement à Guintoli par exemple, ou à Depuigné, ou même Di Miglio, qui sont des pilotes qu'on a vu en mondial, et des pilotes qu'on peut voir dans des plus petites compétitions comme le Superbike français. Je pense à Forêt par exemple, à Forêt qui est quand même là depuis des années. Alain Techer, c'est ça. Moi vraiment pour le coup, pilotes qui sont FSBK. Et qui finissent sur les podiums aux 24 heures. Moi, je pense particulièrement à Martin Renaudin, parce que j'en parle assez régulièrement dans le podcast, que c'est un pilote que je suis beaucoup et que je suis assidûment, parce que pour moi, il a un énorme potentiel et qu'il va faire de grandes choses dans la suite de sa carrière. Mais là, il finit par exemple deuxième à la deuxième place du Superstock, derrière Forêt qui prend la première marche. C'est vraiment des pilotes qui donnent envie d'être suivis, et qui en plus mettent en lumière tout ça, et qui mettent aussi en lumière facilement leurs équipes. En fait, pour moi, les 24 heures, c'est aussi ça, c'est que ça permet de mettre en lumière que ce soit les mécaniciens, les gens qui gèrent les teams, etc. C'est beaucoup plus humain, alors que c'est un énorme truc. Donc, je conseille à ceux qui ont l'occasion d'y aller sur place, d'y aller. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, et je pense que c'est dans mes plans de l'année prochaine. Mais même au-delà de ça, de suivre à la télé, c'est toujours chouette à voir. Et en plus, ça donne une excuse pour rester dans son canapé tout le week-end. Pour 24 heures. Eh ben merci beaucoup, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu dès le 29 avril à Rérez. Et oui, c'est le retour des circuits européens, on va pas cacher notre joie. Et c'est mon anniversaire. Et c'est ton anniversaire. Et ben on te souhaitera un bon anniversaire le 29 avril, je vais pas le dire en avance parce que ça porte malheur. Vous nous retrouvez, vous le savez, sur le chat Discord, le Twitter, Facebook, tout ça, sur Deezer, Spotify évidemment. Ophélie, Stéphane, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Olivier. Ciao à tous. À bientôt. À bientôt. Vive Bezzeki. Ciao. Ciao.